Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo et je vous souhaite une très bonne année 2025. À mon tour, je vais vous faire mon bilan de lecture de l'année 2024. Ça fait maintenant, on va dire, une quinzaine de jours où on voit fleurir sur toutes les chaînes littéraires les bilans d'année, les coups de cœur de l'année, les meilleures lectures de l'année. Donc maintenant c'est à mon tour de vous proposer un petit bilan tout d'abord qui sera couplé, je pense, avec une autre vidéo de mes meilleures lectures parce que je ne voulais pas faire une vidéo trop lourde à visionner en une seule fois, mais je voulais quand même revenir à la fois sur mes meilleures lectures et à la fois sur d'autres lectures qui ont aussi marqué mon année. Pour ça je vais vous donner quelques chiffres au début pour commencer, et puis après j'ai décidé de suivre les 20 questions proposées par Célia de la chaîne Célia Karénine, qui est une créatrice de contenu qui a vraiment rythmé ma fin d'année 2024 puisque j'ai découvert sa chaîne là mi-décembre, fin décembre, et j'ai littéralement tout regardé. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, je vous invite à aller regarder son contenu. Elle y parle de temps à autre de littérature, elle parle très bien de ses lectures, d'ailleurs j'aime beaucoup ses choix de lecture, mais avant tout sa chaîne c'est une chaîne où elle parle de couture, et ça c'est fabuleux parce qu'elle en parle si bien. Elle montre tous ses projets, l'évolution de ses projets, elle fait des vidéos à thème où elle reproduit des tenues complètes inspirées d'un personnage, d'une série. Enfin, j'ai trouvé ça génial et ça a boosté ma créativité, vous ne pouvez pas savoir. Maintenant j'ai envie de redébuter la couture parce que j'en ai fait quelque peu, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais je vous invite vraiment à voir ce que fait Célia. Vraiment c'est une superbe créatrice de contenu et la personne derrière est vraiment adorable et très humaine, donc voilà, je vous invite, petite parenthèse close. Bon, pour ceux qui ne le sauraient pas, oui, je fais une école d'ingénieur. En école d'ingénieur, on fait des maths, mais on fait pas vraiment de statistiques. Cependant, j'ai quand même fait mes petits calculs et j'ai calculé les pourcentages des auteurs que j'ai lus. Et cette année, j'ai lu donc 130 livres. Dans les 130 livres lus, alors ça paraît énorme, C'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir un rythme de lecture vraiment très... Enfin, disons que j'avais du temps pour lire, et puis j'ai eu l'occasion, voilà, plusieurs fois lors des voyages, tout ça, je trouve toujours du temps pour lire, c'est merveilleux. Bon, je suis jeune, je ne travaille pas, bon, je suis étudiante donc j'ai des devoirs quand même, donc c'est pas toujours... allier les deux n'est pas toujours chose aisée, mais voilà, j'ai quand même réussi à trouver beaucoup de temps pour lire et ça c'est toujours aussi chouette. Je suis très contente de ça. Après 130 livres ça paraît beaucoup, mais il faut rester lucide puisque dans les 130 livres il y a quand même 44 ouvrages graphiques, notamment des mangas cette année, mais d'ailleurs je compte vous faire une vidéo sur les mangas en général parce que je pense que c'est un genre qui est trop sous-estimé et qui est victime de beaucoup trop de préjugés. Et d'ailleurs vous êtes nombreux à me le dire en commentaire que vous non plus vous avez du mal à lire des mangas, mais voilà, je pense qu'il y a une vidéo, un contenu à faire sur ce genre. Et donc 44 lectures graphiques, 55 romans, 7 recueils de nouvelles, 7 œuvres de littérature d'idées. Bon, là j'aime pas dire des essais puisque ce ne sont pas toujours des essais, mais oui, j'ai appelé ça des œuvres de littérature d'idées, mais voilà, il y a un petit peu de tout. Il y a presque du développement personnel parce que j'avais lu le petit manuel philosophique pour les grands émotifs ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est ce qui s'apparente quand même à oui, à du développement personnel, même si c'est un genre que je lis très peu. Ensuite, 7 pièces de théâtre, 10 recueils de poèmes. Ça, je suis assez contente et je pense honnêtement que je pourrais pousser cette année à 12 parce que lire un recueil de poésie par mois, ce n'est vraiment pas trop. Au contraire, c'est bien nécessaire et puis ça adoucit la vie. Moi, j'ai mis du temps à lire de la poésie, à savoir savourer la poésie, et maintenant c'est plus que nécessaire dans mes lectures. Vraiment, je ne me vois pas lire une année sans poésie. Donc voilà, j'ai fait le tour, 7 recueils de nouvelles, 7 œuvres de littérature d'idées, 7 pièces de théâtre, 55 romans, 10 recueils de poèmes et 44 ouvrages graphiques. Je parlais de statistiques juste avant, effectivement j'ai voulu un petit peu voir les nationalités des auteurs que je lisais. Bon alors, ça ne surprendra personne, mais étant donné que j'aime quand même assez la littérature classique, mais au-delà de ça, même dans la littérature contemporaine, je suis amenée très souvent à lire des auteurs français. Donc la grande majorité de mes lectures proviennent d'auteurs français.
c'est-à-dire qu'on a oui 49,8% à vrai dire. Après bien sûr comme mon année a été rythmée par beaucoup de lectures de mangas, on trouve ensuite les auteurs japonais, mais lorsqu'on ne compte pas les mangas, j'ai lu seulement 2 romans japonais. Après il y a quand même la littérature américaine qui a commencé à prendre une petite place aussi dans mes goûts de lecture, parce que j'ai découvert notamment cette année Sylvia Plath, Maya Angelou, j'ai relu John Irving que j'ai adoré, donc voilà, il y a une certaine place, et puis John Steinbeck aussi. Bon, bref, après les anglais, suivi de la littérature russe, et puis après les autres. Donc j'ai notamment lu une autrice suisse, une autrice irlandaise, j'ai lu un auteur italien, espagnol, allemand, turc aussi, tchèque avec Milan Kundera, un auteur péruvien pour la première fois je crois, hein, puisque j'ai lu Mario Vargas Llosa grâce à Miroir d'encre. J'ai lu Liv Strömquist à 2 reprises dans la même année, qui est suédoise, et j'ai lu des auteurs belges également. Voilà un petit peu pour tout ce qui est statistique. Maintenant je voulais faire un bilan un peu plus personnel avant de passer directement aux questions. Cette année je suis contente vraiment de mes lectures parce que j'ai découvert notamment Elsa Triolet, que je voulais absolument découvrir. Je l'ai découverte avec un de ses recueils de nouvelles 1000 regrets, et avec bien sûr Le Cheval Blanc qui a été pour moi un coup de cœur magistral. J'ai également découvert, on l'a vu au niveau des chiffres, des poétesses brillantes de nationalités totalement différentes. J'ai découvert Emily Dickinson, Hilda Doolittle, Sylvia Plath, Maya Angelou, Marina Tsvetaeva dont on reparlera très sûrement, même André Chédid aussi dont j'ignorais totalement l'œuvre. Ensuite, c'est une année où j'ai lu de nouveaux genres, notamment le réalisme magique avec Le cœur cousu de Carole Martinez, dont on reparlera également. Je suis en train de vous spoiler tout le reste, je me remonte parce que je descends petit à petit dans la vidéo. Oh, c'est pas vrai, ça recommence. Hein. 2025, on n'a pas fini. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire également? Oui, cette année j'ai beaucoup lu d'ouvrages féministes, notamment au début de l'automne quand j'avais fait une pile à lire féministe. Je suis contente parce que je me suis tenue, alors j'ai pas pu tout lire parce que j'ai pas pu tout trouver en bibliothèque, mais j'ai notamment découvert Bell Hooks, Titu Lecoq, toujours Liv Strömquist en termes d'ouvrages graphiques qui véhiculent des idées fortes, également Mona Chollet, Ovidie, Digli, voilà, toute la clique finalement. Donc je suis assez contente d'avoir aussi creusé de ce côté-là, même si c'est vrai que ça faisait quelques temps que je lisais quand même beaucoup d'autrices, que je m'intéressais aussi aux autrices oubliées. J'ai lu aussi Louise Dupin. Bon, je ne vais pas vous faire une liste car ce serait... En plus je pense avoir tout balayé là. Mais voilà, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais je suis très contente aussi de ce point de vue-là. D'un point de vue féministe, je me sens grandie. Il y a plein d'idées que j'ai mieux intégrées. En tout cas, j'ai appris plein de choses sur l'histoire du féminisme. Également, c'est une année qui a été marquée par ma relecture et ma lecture d'Annie Ernaux, parce que j'ai lu, en fait, je spoil, mais on va voir qu'après l'autrice que j'ai le plus lu cette année c'est Annie Ernaux, parce que j'ai relu et ça m'arrive peu de fois pourtant de relire les livres, mais je vais le faire plus souvent. J'ai relu La Place et L'événement qui ont été des relectures merveilleuses. Voilà pour ce premier petit bilan. À présent on va passer aux questions à proprement parler proposées par Célia. Tout d'abord la première question, donc je crois qu'il y a une vingtaine de questions, oui. La première question c'est le premier livre lu dans l'année, le premier livre. Pour moi c'était ce livre de Jane Austen, Amour et amitié. Je ne vous cache pas que c'est pas forcément la date à laquelle j'ai lu qui fait que j'en ai pas un souvenir intarissable, mais ce roman ne m'a pas spécialement marqué. C'est du Jane Austen, il me semble, au tout début de ses années d'écrit, donc c'est assez... oui voilà, ce roman elle l'a composé à l'âge de 15 ans. Donc c'est assez anecdotique par rapport à l'œuvre qu'elle va proposer par la suite. C'est un roman très court, c'est un roman épistolaire. On y suit en fait une dame qui va prévenir des dangers de l'amour, une enfant de ses amis je crois, mais donc c'est une correspondance qui prévient des dangers de l'amour, des sentiments, des vertus susceptibles d'orner un esprit, qui
qui prévient donc des dangers de l'amour, des tourments, des sentiments, de la vertu qu'il faut savoir garder. Bon, je ne vous cache pas que ça ne m'a pas beaucoup marqué et ça ne m'a pas spécialement plu. Après c'était pas inintéressant et étant donné que c'était court et sous forme épistolaire, ça s'est lu quand même très rapidement. Si vous êtes vraiment curieux, pourquoi pas, c'est un folio à 3 €, hein, ça ne mange pas de pain. Non mais bon, voilà, c'était pas une très grande lecture. Après la deuxième question, qui celle-ci est beaucoup plus intéressante dans mon cas, c'est la dernière lecture de votre année 2024. Il faut quand même que je le cherche, mais le voici, c'est un manga. Ce manga, c'est Les Contes Fabuleux de la Nuit de Miyako Miya, et ce manga il est sorti en France en 2024, vraiment je l'ai vu en juin 2024 en première sortie dans les librairies. J'ai vu cette couverture, je me suis dit je l'ajoute à ma liste de ce que je veux, ça m'intriguait beaucoup, s'ajoute à cela un titre qui évoque des contes, les contes fabuleux de la nuit. Vraiment j'avais envie de voir ce que ça donnait. Et je suis très heureuse de l'avoir lu, donc je l'ai eu comme cadeau à Noël. C'est le premier cadeau de Noël que j'ai lu et terminé. Il est édité aux éditions Le Renard Doré et j'aime beaucoup la qualité de cette édition. La jaquette est vraiment dans un papier, typiquement le papier sur lequel on dessine quand on est un petit peu artiste et aguerri, parce que c'est un papier qui n'est pas tout lisse, c'est pas un papier glacé comme habituellement, et en dessous l'ouvrage est vraiment très très beau. Ce que j'ai aimé, c'est l'originalité et la forme de ce manga. En fait ici, comme le titre l'indique, Les Contes Fabuleux de la Nuit, on va se retrouver avec un recueil de contes. On a un genre de récit cadre, un petit prologue qui nous met dans le contexte, donc l'histoire pour nous introduire à tous ces récits qui vont suivre. C'est une petite fille qui n'arrive pas à dormir et donc sa grand-mère lui raconte des histoires pour qu'elle parvienne à s'endormir. Et ces histoires sont les contes fabuleux de la nuit. Il y a de tout, c'est très marqué par un certain attrait au folklore, aux traditions. Il y a aussi toute cette notion de sorcière, de magie. Il y a des contes vraiment très très beaux avec des petits canards. Il y a des contes qui interrogent de véritables valeurs et d'autres qui sont beaucoup plus mystérieux, on ne comprend pas tout, mais c'est joliment illustré et je vous dis, ça fait quand même, ça rappelle beaucoup l'imaginaire enfantin et j'ai aimé me plonger dans ce recueil. Et les dessins, je parlais de l'édition qui était magnifique, mais c'est tout à l'honneur des dessins qu'il y a à l'intérieur, puisque la mangaka fait un travail sublime. Et ce qui m'a aussi perturbée, c'est que certains dessins, quand je le lisais de près, parce que oui, je vous ai dit tout un attrait à la magie, aux sorciers, aux mages, mais il y a aussi des démons peut-être que je pourrais vous montrer, mais c'est compliqué à montrer comme ça en face cam. Mais il y a certaines pages où je devais prendre de la distance avec l'ouvrage pour voir réellement ce qu'il y avait, parce que c'est tellement énorme et englobant, ça sortait des cases habituelles des mangas, et vraiment j'ai aimé. J'ai aimé toute cette atmosphère et ça m'a rappelé un petit peu la fantaisie présente dans les œuvres de Miyazaki, notamment le château ambulant. Voilà, on a des personnages très mystérieux, très merveilleux. Voilà, c'était une très bonne lecture. Ensuite, la troisième question, et là ça me fait sincèrement sourire parce que c'est le même livre que Célia. C'est le livre le plus épais lu dans l'année, et cette année, à l'occasion de la sortie du film du Comte de Monte Cristo, moi aussi, je fais partie des gens qui ont lu ou relu, moi en l'occurrence c'était ma première lecture, du Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Effectivement, c'est le livre le plus épais, je crois qu'il fait 1700 pages, et d'ailleurs dans la plupart des éditions récentes, il est publié sous 2 tomes différents. Mais voilà, ça a été une très très bonne lecture pour moi, il me semble que j'en ai déjà parlé, tout le monde commence à connaître un petit peu l'histoire, et oui, moi aussi j'ai aimé découvrir l'histoire de cette vengeance, mais avant tout de cette injustice, parce que je trouve que ce qui est fort dans le roman, c'est que la première partie où on vit l'arrestation d'Edmond, où on vit un petit peu son malheur en prison, sa folie en prison, ce qui est complètement effrayant et ce qui n'a pas été très exploité dans le film, c'était aussi pour pouvoir développer le reste, et je le comprends parce qu'un film en 3 heures on ne peut pas résumer 1700 pages, mais voilà, j'ai aimé aussi découvrir cette
cette partie-là. Sincèrement, j'ai aussi aimé le film. Au début, j'avais cette fâcheuse tendance à trop comparer le livre au film parce que j'ai lu d'abord le livre puis vu le film. Mais après un deuxième visionnage du film, je salue quand même cette adaptation qui est tout simplement fabuleuse, avec un très beau casting que je vous invite à regarder. Mais si le cœur vous en dit, si vous aimez les récits d'aventure et le pitch général du Comte de Monte Cristo, hein, qui est une histoire de vengeance, je vous invite sincèrement à le lire parce que les 1700 pages se lisent très bien. Ensuite, le livre le plus fin, alors on pourrait croire que c'est le Jane Austen que je vous ai présenté tout à l'heure, mais non, j'ai fait encore plus fort puisque j'ai lu Ourika de Claire de Duras. Je l'ai lu au printemps, voilà, c'était un roman très court. J'ai peu de souvenirs précis de cette œuvre, mais je sais que ça m'avait plu. On suit une jeune fille qui est de conditions... Oui, non, une jeune fille de couleur noire qui est élevée... Non, elle n'est pas esclave, j'ai peur de dire une bêtise. Donc Ourika, on suit, alors j'ai beaucoup lu sur les femmes noires cette année, et Ourika, ce n'est pas le récit d'une esclave, mais Ourika c'est le récit d'une jeune fille de couleur noire qui vient du Sénégal et qui est offerte en cadeau à la princesse de... Alors il faut que je retrouve ça, à la princesse de Beauvau, Madame de B, qui l'élève comme sa propre fille. Et donc là on s'interroge, est-ce que en ayant la même éducation entre guillemets, on va pouvoir briser cette différence de privilège entre l'enfant blanc élevé dans de bonnes conditions et l'enfant noir. Malheureusement on ne verra que... C'est peut-être pas une bonne idée que je vous le raconte, mais le roman est très fataliste parce que même avec la meilleure des éducations, avec une religion... Je vous le lis, le récit n'en demeure pas moins fataliste, et même avec une éducation des plus nobles, avec une morale et une religion irréprochable, Ourika ne pourra jamais prétendre être l'égale d'une femme blanche de son âge et de sa condition. Voilà, c'est terrible à dire, mais voilà, c'est assez révoltant. Claire de Duras, je trouve qu'elle est très en avance sur son temps, et vraiment le récit est très court, mais il en vaut la peine. Je vous invite vraiment à le découvrir. La cinquième question, je crois, oui. Le livre le plus addictif. Et là, j'ai longuement hésité, je ne sais pas, parce que j'ai eu d'excellentes lectures durant lesquelles voilà, j'avais hâte de retourner à mon moment de lecture où j'allais parcourir les pages, mais il y a quand même un livre qui a été particulièrement addictif, et pourtant je ne l'ai pas assez souligné, je crois, parce que j'ai aussi relevé qu'il y avait des petites choses qui m'énervaient dedans, mais il s'agit du Maître des Illusions de Donna Tartt, voilà, que je n'ai plus en ma possession parce que je l'avais emprunté. Le Maître des Illusions, je reviens très rapidement dessus, mais c'est une histoire qui est sortie en 1992, je crois, et c'est le roman qui introduit véritablement au genre de la Dark Academia. C'est un genre qui met en scène des thématiques assez sombres dans des milieux universitaires, souvent avec des problématiques presque sectaires. Il y a souvent un aspect qui rappelle le roman noir avec, oui, vraiment des choses très sombres, des thématiques de meurtre. Et donc voilà, le Maître des Illusions, c'est l'histoire de tout ça. On y trouve tous les éléments. On suit un groupe d'amis, de jeunes universitaires qui suivent la classe assez privilégiée et vraiment à part au sein de l'université d'un professeur de grec. Les amis vont au cours de leur soirée ensemble expérimenter certaines choses, et il va y avoir un meurtre. Voilà. Et donc on va suivre comment l'épisode de ce meurtre est vécu. Dès la première page, le premier chapitre, on sait qui meurt, mais ça va monter crescendo en tension. On va comprendre les enjeux, les quelques jours, les quelques semaines avant le meurtre, comment ça s'organise, quelles raisons poussent ce groupe d'amis à tuer l'un des leurs. Et bien sûr après on va vivre la période de culpabilité,
de fuite aussi de ce professeur. Alors là j'en dis trop je pense, mais c'était un roman justement très addictif parce que je voulais à tout prix savoir la fin, même si, étonnamment, même si dès le début on sait qui meurt et pas tout à fait comment, mais on comprend rapidement, on a envie de découvrir la suite, ce destin des personnages qui sont rongés par ce secret qui les lie avec ce meurtre. Voilà, je n'en dis pas plus, je pense que c'est une œuvre assez connue, hein, vraiment sur les réseaux sociaux, elle est assez plébiscitée. Certains l'aiment, d'autres peut-être un peu moins, mais sincèrement, moi, l'effet a marché, je pense que je suis une bonne cliente. On pourrait dire un bon pigeon, mais non, sincèrement, ça m'a plu. Alors après, il y a quelques petites choses qui m'ont fait lever les yeux au ciel, mais ce n'est pas ça qui me fait regretter ma lecture, bien au contraire, je suis très contente de l'avoir lu. Ensuite, la 6e question, c'est le livre abandonné. Et c'est très rare que j'abandonne des livres, et cette année, je n'en ai abandonné aucun. À vrai dire, là, de mémoire, ces 5 dernières années, je crois que j'ai abandonné un seul livre, que je risque de reprendre un jour en plus, hein. Il s'agit du Lambeau de Philippe Lançon. Donc voilà, rien à voir avec mon année 2024, mais je le mentionne ici parce que voilà, je n'abandonne jamais mes lectures. Même si parfois c'est un peu rude, c'est vrai que je m'accroche, mais il faudrait que j'évite de me forcer quand même parce que la lecture doit rester un plaisir. Après, c'est aussi bien de savoir se faire violence parce qu'on le verra après dans une prochaine question. Parfois, on doit s'accrocher pour après découvrir quelque chose qui va nous enchanter. Donc, c'est aussi ça, le plaisir de la lecture, c'est avoir des surprises, soit en fin de roman, soit pendant le roman, ou même parfois après la lecture. On laisse un petit peu maturer, puis après on se repose la question, quand on repense au roman, il y a des choses comme ça qui s'éclairent une fois qu'on a terminé le roman. Voilà. Je vais essayer d'être très expéditif car je n'ai plus de batterie, alors peut-être que je terminerai cette vidéo demain, à mon plus grand regret, parce que je voulais faire une autre vidéo aussi demain. Tant pis. La question 9, c'est le livre qui m'a fait pleurer. Alors, avant j'étais une petite Madeleine. Vraiment, je pleurais énormément au rythme de mes lectures, comme dans les films. Mais il y a une part de ma sensibilité qui s'est échappée je ne sais où. Et depuis 2 ans maintenant, j'ai du mal. Et ça me rend presque... Enfin, je sais pas, ça me fait me sentir mal, mais je n'arrive plus à pleurer en lisant un livre. Seulement cette année... Le choc avec la rencontre de Marina Tsvetaeva. J'ai lu pour la première fois Marina Tsvetaeva avec Le ciel brûle, dans une édition dans laquelle était publiée à la suite Tentative de jalousie. Et Le ciel brûle, c'est la première fois que j'ai pleuré en lisant un poème à haute voix. C'était bouleversant. Vraiment, je vous invite à découvrir ce qu'écrit Marina Tsvetaeva. À vrai dire, je ne me souviens pas exactement des thématiques qui étaient abordées, mais comme l'indique le titre, le ciel était prédominant dans cette œuvre, et qui dit le ciel, qui dit la mort, parce qu'il y avait beaucoup de métaphores et de questionnements sur la vie et la mort, et voilà, il y a quelque chose qui m'a un petit peu rappelé Sylvia Plath dans les idées presque suicidaires. Alors après, je suis vraiment pas une experte en poésie, je suis souvent touchée par tout d'abord les mots, la forme, puis après quand je me questionne je comprends le sens, mais voilà, ce sont des poèmes très profonds, ils sont peut-être durs à lire par moments, mais voilà, c'est un recueil qui m'a bouleversée. 2 de ces poèmes m'ont vraiment fait pleurer des grosses larmes, voilà, c'était pas la petite larmichette, je ne m'étendrai pas là-dessus. Une bonne tristesse, après, enfin c'était pas une réelle tristesse, c'était vraiment de l'émotion, et c'était une belle émotion, donc je ne regrette absolument pas d'avoir pleuré durant cette lecture, et au contraire j'en redemande encore. C'est un recueil que je serai amenée à relire évidemment, parce que Marina Tsvetaeva, c'est mon coup de cœur poétique de 2024. Là je suis ravie parce que la question c'est votre unpopular opinion de l'année 2024. J'en ai déjà parlé également, décidément je ne fais que me répéter sur cette chaîne. Mais le livre que je n'ai pas aimé et que tout le monde a adoré, tout le monde a plébiscité, c'est Lettre à D de André Gorz. André Gorz ici, donc c'est un très court roman, et en fait on appelle ça un roman, mais c'est véritablement une seule lettre qu'il dédie à sa femme sur son lit de mort. Il revient sur leur histoire d'amour,
sur l'injustice que vit sa femme parce qu'elle souffre de problèmes de santé accablants que lui ne comprend pas, il ne saisit pas pourquoi elle et pourquoi pas lui, tout ce qu'ils ont vécu, qu'est-ce que ça voulait dire par rapport à tout ça. Voilà, Histoire d'un amour, c'est le sous-titre. Et effectivement, oui, on retrouve tout ceci dans ce roman, seulement, je sais pas, en fait on en avait tellement parlé que je m'attendais à sortir mes mouchoirs, pleurer, que ce soit très émouvant, que ça joue énormément sur le pathos. Mais je suis restée très en surface par rapport à ce récit, j'ai pas été émue. Et puis je me suis surtout accrochée aux choses un peu plus matérielles dans le roman et à l'aspect aussi médical, parce que j'ai vraiment vu ça comme l'histoire d'une femme malade et pas l'histoire d'un amour. Et aussi l'auteur, j'ai pas aimé, il y a tout un passage où il parle quand même beaucoup plus de lui que de l'amour qu'il a vécu avec cette femme, donc bon. Voilà, après c'est complètement subjectif, je pense que vu la longueur, je serai amenée à le relire et peut-être qu'une seconde lecture saura m'éclairer vraiment de la véritable beauté de cet écrit, mais voilà, après chacun est touché différemment, chacun sa sensibilité, donc ce n'est pas très grave. Et puis bon, ça m'a quelque peu déçue par rapport à tout le bruit que j'en entendais sur ce livre, mais ça m'a pas non plus énervée, hein. Ça restait un moment de lecture intéressant avant tout. Je trouve que les questions sont très pertinentes parce qu'on explore un petit peu tout. À la fois les coups de cœur, mais à la fois des choses un peu plus larges et des choses moins subjectives. Maintenant, je vais répondre à une question que j'ai adoré me poser. C'est le livre qui m'a donné envie de découvrir un auteur. Et ça, j'ai trouvé ça fabuleux. Alors là, j'ai un petit peu triché, c'est pas un auteur, mais c'est un homme de lettres, on va dire, parce qu'il est un petit peu tout finalement. Il s'agit de François Cheng, qui occupe le siège 34 de l'Académie française, je crois. Mais vraiment, j'ai découvert François Cheng avec son recueil ici, La vraie gloire est ici, et ça m'a complètement bouleversée. J'ai fait la lecture de la plupart des poèmes à haute voix, et ces poèmes ont beaucoup fait écho en moi. Il y rend tout un culte à la nature, à un être supérieur, aux divinités. Et oui, il y a quelque chose d'assez mystique dans ce recueil et j'ai vraiment aimé que ce soit la forme, puis les thématiques abordées, enfin la façon dont il le fait, mais c'est d'une véritable délicatesse, c'est une caresse. Vraiment, ce recueil, je vous invite à... En fait, je trouve que ça change un petit peu parce que je n'ai pas envie de dire n'importe quoi, mais je vais quand même le faire. Mais j'ai été habituée à lire de la poésie lyrique, ou alors soit de la poésie lyrique où on déclame l'amour, soit de la poésie où on se morfond un petit peu sur son existence et sur le but de la vie. Et là en fait ce recueil, ça ne parle pas d'amour, ça ne parle pas de mort, ça parle juste de la vie, mais pas la vie des êtres humains en fait. C'est plus la vie comme une entité, la vie comme un mystère, et ça touche au divin. J'ai adoré ce recueil, je m'exprime très mal dessus, mais je vous invite vivement à le lire. Vraiment, la rencontre a été fabuleuse, ça me donne très envie de lire ses autres écrits. J'ai toujours au moins 5 romans, enfin 5 de ses écrits différents dans mes favoris Vinted. Voilà, il y a plein de choses qui m'attirent, les 5 méditations sur la vie, des choses comme ça. Bon bref, je ne m'étale pas plus que ça. Maintenant on aborde une question que j'ai rapidement évoquée tout à l'heure. Il s'agit de l'auteur ou l'autrice le plus lu dans l'année, et je vous l'ai dit tout à l'heure, moi c'est Annie Ernaux. J'ai lu 5 de ses livres en tout, donc j'ai lu L'Atelier d'encre, La place c'était une relecture et vraiment ça a été merveilleux. L'événement c'était une relecture également, à nouveau ça a été un véritable coup de poing. L'événement, je vous invite absolument à le lire. Vous le savez ou vous ne le savez pas, l'événement c'est un roman d'autofiction sur un avortement qui a été fait à une période où ce n'était pas légal en France. Ensuite j'ai lu Le journal du dehors, La femme gelée, et voilà c'est tout. Ça a été de très très bonnes lectures. Un petit peu moins Le journal du dehors, j'ai été moins sensible ici parce que justement c'est le roman finalement qui est le moins personnel par rapport à Annie Ernaux, puisqu'ici c'est beaucoup de descriptions, elle décrit tout ce qu'elle voit dans la rue, elle déambule et on suit voilà ses vacations à droite à gauche dans les rues de Paris, dans le métro, dans les supermarchés aussi. Mais donc voilà, c'était moins personnel et ça m'a moins touchée, mais sinon de très très bonnes lectures d'Annie Ernaux.
Ernaux. Cependant j'avais tout fait d'un coup au printemps et là sur le restant de mon année je n'ai plus du tout lu et c'est bien dommage. Donc je pense que cette année 2025 je recommencerai un petit peu, alors pas avec une cure d'Annie Ernaux mais justement avec quelques romans par-ci par-là, notamment Les Années que je n'ai toujours pas lu et pas. Je m'excuse par avance pour la qualité de plan qui change complètement, mais ma caméra m'a lâché et je voulais absolument terminer cette vidéo parce que maintenant que j'étais lancée, impossible de m'arrêter. Non mais il restait peu de questions, alors je trouvais ça dommage de repousser la fin de ce tournage à demain. On reprend. La prochaine question était votre meilleure recommandation de l'année et là je suis très contente, j'aime beaucoup cette question, ça me plaît parce que des recommandations, depuis que j'ai commencé cette chaîne YouTube, j'ai la chance d'en avoir encore plus qu'avant parce que vous êtes nombreux à commenter, à me recommander des choses dans les commentaires, sur Instagram. J'adore discuter avec vous, c'est juste fabuleux. Et également, j'en parle très souvent, mais je suis beaucoup de contenu sur Booktube. Il y a des chaînes qui reviennent très souvent dont je regarde toutes les vidéos, donc bien sûr ça m'inspire aussi, mais la lecture dont je vais vous parler c'est une lecture qui m'a été recommandée par ma tante qui joue un rôle clé dans mes habitudes de lectrice je trouve. Elle m'a un petit peu, enfin c'est pas qu'elle m'a éduquée à la lecture mais elle m'a beaucoup guidée durant la période où je me suis mise à beaucoup lire et elle a toujours de bons conseils, de bons livres à me prêter et c'est génial de pouvoir parler de livres avec elle, donc je sais qu'elle passera par là. Merci. Et donc cette année, en tout début d'année, elle m'avait prêté À la ligne de Joseph Pontu, qui a été une lecture coup de poing, une lecture à la fois fabuleuse mais dégoûtante et bouleversante. À la ligne, c'est beaucoup le qualifie d'ouvrage poétique ou de recueil de poésie. Alors moi j'ai un petit peu de mal, effectivement la forme elle est à la frontière entre le roman et l'ouvrage poétique. Ici, moi je dis souvent que c'est un roman écrit en vers. Je préfère cette façon de dire les choses par rapport à ce qui se trame et à ce qui est raconté dedans. Puisque Joseph Pontu, qui est un écrivain malheureusement dont on n'aura jamais plus de nouveaux écrits parce qu'il est décédé il y a peu de temps, il me semble en 2019 ou quelque chose comme ça. Enfin, il est décédé vraiment récemment. Quelqu'un me l'avait appris en commentaire, alors je suis un peu tombée des nues quand j'ai appris ça, mais il n'empêche que son œuvre est remarquable et qu'il faut lire À la ligne puisque dans cette œuvre, il aborde sous la forme de vers son quotidien en tant qu'intérimaire. Je crois que c'est autobiographique, je ne suis pas certaine, c'est à vérifier, mais il aborde un quotidien d'intérimaire de façon très crue, voilà. Il expérimente les postes à l'usine de poissons, à l'abattoir. C'est très violent parce que ce sont des métiers que l'on ne considère pas assez, que l'on oublie bien trop souvent et qui travaillent dans des conditions misérables et voilà, leur psychologie n'est absolument pas prise en compte parce que ce qu'ils racontent sur l'abattoir, moi ça m'a traumatisée et c'est le genre de discours qu'on a aussi besoin de mettre en avant pour rendre la vie de ces ouvriers plus vivable, plus humaine, parce que oui, c'est un humain qui est derrière, c'est pas parce que maintenant tout est automatisé qu'on doit effacer l'humain derrière ce travail, et donc ce roman il questionne toute cette psychologie-là derrière la personne qui travaille dans des conditions très rudes. C'est très cru, vraiment, il faut avoir le cœur accroché sincèrement pour le lire. Mais ça a été une lecture coup de poing. Pour moi cette année ça résonne en moi encore aujourd'hui et j'en recommande la lecture à tous. J'ai aimé bien sûr les thématiques, ce qu'il soulevait et bien sûr la forme et l'écriture sont aussi tout fait sens. Voilà, c'est à lire. Après, la prochaine question, c'est le roman pour lequel j'ai bien fait de m'accrocher. Et là, c'est assez amusant. C'est vrai que parfois, le début de mes lectures n'est pas toujours facile, hein, honnêtement. Moi aussi, je suis très souvent découragée. Voilà, je pense que ça concerne tous les lecteurs. Il y a toujours des livres directement qui nous attrapent et certains pour lesquels au début on passe un petit peu à côté. On se dit bon allez, je vais jusqu'à la 100e page et on verra après. Le livre dont j'ai envie de vous parler ici, c'est Madame Bovary de Gustave Flaubert. Voilà, je l'ai lu l'hiver dernier, vers le mois de février, je crois. Donc ça fait bientôt 1 an. C'est un livre, oui, j'ai eu du mal au début à m'accrocher parce que l'écriture de Flaubert, je l'ai trouvée très dense. Et pourtant j'ai l'habitude quand même, enfin l'habitude, peut-être pas quand même, mais j'ai l'habitude de lire des contemporains de Flaubert. Et donc c'est pas le style d'écriture qui m'a vraiment dérangée, mais ça ne m'a pas captivée tout de suite.
J'ai eu un peu de mal à saisir les intentions de cette fameuse Emma Bovary. J'ai parfois eu envie de la secouer et de lui dire mais réveille-toi, ne fais pas ces choix complètement débiles. Là j'ai une tête effrayante, c'est vrai. Non mais voilà, après arrivé à la moitié du roman, bien sûr, les pages se tournent assez vite. Mais je trouve que c'est un roman qui se met en place assez lentement. Honnêtement, quand on n'est pas forcément informé de l'œuvre et de sa construction, le début est long. Mais après ça en vaut vraiment la peine et c'est un roman qui est bouleversant. C'est marrant parce que cette question je peux l'interpréter de deux façons et j'ai vraiment bien fait de m'accrocher parce que au-delà, là c'était la première fois que je le lisais, mais c'était pas la première fois que j'essayais de le lire, que j'avais cette intention parce que je l'ai emprunté 3 fois en bibliothèque sans le lire. Chaque fois que je le rendais, je ne l'avais pas lu. Je l'ai emprunté dans des bibliothèques différentes, bien sûr, pour pas qu'on me prenne pour une psychopathe de Flaubert. Dans ce roman, j'ai vraiment été, peut-être pas compatissante, mais vraiment empathique par rapport à Charles, qui est dans un déni complet par rapport à Madame Bovary, et également très empathique par rapport à Madame Bovary, puisque elle est très malheureuse cette femme et c'est ce qui la poussera à cette fin tragique. Mais voilà, c'est un roman qui m'a beaucoup plu mais que j'ai eu du mal à commencer, donc il semblait parfait pour répondre à cette question. Ensuite, la question, et on arrive bientôt au bout de ces questions. La question suivante, c'est le roman le plus original que vous avez lu. Et là, je vous sors mon meilleur Kundera. Bon, c'est le seul roman de Kundera que j'ai lu cette année. Pourtant, j'en ai encore chez moi et je compte lire, je pense, toute son œuvre parce que c'est une personne que j'aime beaucoup. Et justement, son œuvre, elle mérite d'être très originale. Ici, La lenteur, c'est un roman qui m'a fait presque pouffer de rire. Pour le résumer, je vais simplement vous lire ce que j'avais mis dans mon carnet de lecture à l'époque. Il s'agit là du 7e roman de Milan Kundera et du tout premier qu'il écrit en français. Et oui, je ne me souvenais même plus de cette anecdote, c'est le premier roman qu'il écrit en français. Alors ça, c'est brillant, ce qui explique aussi peut-être le fait qu'il soit un peu plus petit que les autres. Voilà. La lenteur, donc... Nous suivons Milan Kundera et sa femme Vera, c'est une histoire autobiographique, qui se rendent dans un château pour assister à un congrès d'entomologistes. Durant son séjour, l'auteur assiste à de nombreuses petites histoires, toutes plus curieuses les unes que les autres, et oui, j'en ai une en tête, c'est vraiment drôle, qu'il nous raconte et qu'il met en parallèle avec un récit libertin du XVIIIe siècle dont il se sert pour développer ses idées personnelles et tourner en ridicule certaines mœurs de son époque. À nouveau, avec Kundera, nous sommes à la frontière entre le roman et l'essai. J'ai beaucoup ri avec certaines intrigues, le fond m'a tout de même fait réfléchir, c'était donc une très bonne lecture. Même en français, Milan Kundera ne manque pas de termes pour exprimer ses idées abstraites. C'est un roman, je sais par avance que ça ne plaira pas à tout le monde, mais sincèrement, c'est très curieux. Si vous aimez le style Kundera, vous aimerez La lenteur, mais voilà, ça interroge plein de petites choses et c'est vraiment les petites anecdotes, on a l'impression que c'est du voyeurisme parce que c'est lors de ses séjours dans ce château qui n'a pas pour but à la base de raconter les histoires des uns des autres, qu'il nous raconte ces petites choses, qu'il les compare de façon... mais c'est particulièrement pertinent ce qu'il fait et c'est brillant parce que qui aurait pensé, voilà, il est un congrès d'entomologistes, qui aurait pensé à comparer ça avec une vieille légende, enfin c'est pas une légende tout à fait mais... avec une vieille histoire, oh là 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 là, bon, avec une vieille histoire du XVIIIe siècle, enfin, c'était succulent, un délice à lire, Kundera, je l'adore. Alors, maintenant, je crois que c'est l'avant-dernière question, ah oui, avant-dernière question, mais elle ira très vite, elle est très expéditive. C'est le roman oublié, ou oubliable si l'on veut, mais sincèrement elle ira très vite parce que le roman dont je vais vous parler, je ne vais pas en parler, tout simplement je ne m'en souviens plus. Il s'agit de La fin de l'été de Sakuchi, je vais éviter d'écorcher son prénom. Déjà que je dis que je n'aime pas son œuvre, alors si en plus je ne respecte pas son nom. C'est de Jakucho Setuchi, c'est une autrice japonaise. C'est un roman en plus que j'avais relevé parce qu'il était... Enfin, elle a le courage d'affirmer que c'est autobiographique et c'est sur une histoire d'adultère. Mais alors, je n'ai pas du tout... Mais c'était très plat et d'un ennui mortel. Voilà, pour moi, c'était du vu et du revu. Et si bien que 2 semaines après, je ne me souvenais plus du tout de l'intrigue. J'ai dû relire mes notes là juste pour vous dire 3 phrases. Mais c'est un roman qui m'est complètement sorti de la tête.
Honnêtement, je ne vous le recommande pas. C'est assez rare que je fasse ça, mais vraiment aucun intérêt. Bon après dans le cadre d'une étude ou d'un travail de recherche spécifique, lisez-le si ça vous chante, mais franchement le niveau divertissement on n'est pas trop là. Ensuite le roman que j'ai préféré de l'année, bah je dis ensuite mais c'est un petit peu la question que tout le monde se pose. J'en ai parlé plusieurs fois, il s'agit du Cœur cousu de Carole Martinez. C'est un roman de réalisme magique où l'on va suivre une fresque familiale, mais avant tout le destin d'une femme du nom de Frasquita. Ça se déroule dans l'Espagne Ça se déroule dans le sud de l'Espagne, il me semble. Mais je ne sais plus exactement, mais ça prend un petit peu les allures d'un conte. Et c'est donc un récit de réalisme magique puisque Frasquita est née et toutes les femmes de sa lignée naissent avec un pouvoir en elles, et ce pouvoir, à l'arrivée de la puberté, donc quand elles auront leurs premières règles, ce pouvoir va pouvoir être utilisé, va pouvoir être consommé, puisque la maman donne une petite boîte qu'il ne faut pas ouvrir pendant 9 mois. 9 mois gestation, mais donc une petite boîte qu'il faut enterrer et que personne n'a le droit d'ouvrir, et si on a bien attendu les 9 mois, on ouvre la boîte et notre pouvoir nous est complètement légué, il nous appartient, le pouvoir nous appartient, on est une femme merveilleuse, superbe. Frasquita, elle va vivre avec un homme complètement abject, il va lui arriver plein de choses, elle sera notamment, son mari va la parier pour un combat de coq, il va la donner en récompense à quelqu'un, donc c'est clairement un objet sexuel. Voilà, ça questionne aussi de réels enjeux féministes, c'est aussi ce qui m'a plu bien sûr, mais Frasquita, comme je vous l'ai dit avant, c'est l'histoire aussi d'une famille, puisqu'elle va avoir de nombreux enfants, je ne sais plus, peut-être 4, 5 ou voire 6. Chacun de ces enfants aura un pouvoir sauf le petit garçon, et on va suivre toute leur épopée parce qu'ils vont migrer vers un autre pays. C'est le récit d'une itinérance, c'est le récit d'une famille, c'est bouleversant, c'est magnifique. Il y a beaucoup d'injustices dans ce roman, mais tout est très beau. Carole Martinez a un don, elle a tissé ça avec des doigts de fée, il y est question de couture dedans avec des fils d'or, et c'est la couturière par excellence puisque le pouvoir de Frasquita c'est la couture, c'est son pouvoir et elle en fera sa force. Et justement, je trouve que Carole Martinez a tissé ça avec du fil d'or. C'est un délice à lire. Moi, j'ai été extrêmement touchée. C'est une très belle écriture, un très beau roman. Voilà. Et d'ailleurs, cette année, j'en ai aussi entendu parler sur d'autres chaînes, notamment sur la chaîne d'Oriane Misère Pourpre. Également Floriste, Flowfly en a parlé, et puis peut-être d'autres que j'oublie malheureusement. Mais voilà, c'est un roman, je sais, qui a plu à beaucoup. La forme est particulièrement originale et moi ça a été mon coup de cœur de l'année. Pour terminer cette vidéo, sans doute un peu trop longue parce que si ma caméra m'a lâché, c'est un signe évidemment. J'espère que vous n'en avez pas marre de moi. Pour terminer cette vidéo, je vais clôturer avec la dernière question qui est la lecture avec laquelle vous allez commencer 2025. Alors moi, j'ai déjà lu 2 livres en 2025, mais actuellement, alors ma toute première lecture de 2025, c'est un coup de cœur, je vais revenir dessus, c'est certain. C'est un roman de Sophie Oksanen, je vous l'avais présenté une fois dans un retour de bibliothèque. Il s'agit des Vaches de Staline, qui est un roman très difficile, qui aborde des thématiques vraiment spécifiques. Je pense que si on est un peu trop étranger à la thématique des troubles du comportement alimentaire, à la boulimie, ou alors au contraire si on est un peu trop sensible à ces thématiques, c'est un roman qu'il ne faut pas lire. Sincèrement, c'est d'une violence extrême parce qu'au cœur du roman on a ces troubles du comportement alimentaire, mais aussi et surtout le lien que ces troubles ont avec l'histoire de la famille de la jeune femme qu'on suit, qui est une famille qui a subi les colères d'un certain Staline, qui a été en partie déportée, qui... Bon voilà, elle a toujours grandi... Je vais peut-être pas m'étendre là-dessus. Donc voilà, c'est une enfant qui a grandi en reniant ses origines parce qu'il ne fallait pas dire qu'elle était estonienne, parce qu'elle a grandi en Finlande comme l'autrice. Étrangement, c'est sûrement autobiographique, mais ça c'est certain que je reviendrai dessus parce que c'est un roman qui a énormément fait écho en moi et c'est un roman très important.
Et d'ailleurs j'ai emprunté Purge aussi de Sophie Oksanen. Je le lirai et peut-être que d'ailleurs je ferai une vidéo complète sur ces deux œuvres de Sophie Oksanen. Au moins ce sera une vidéo à thème, parce qu'en plus dans les deux romans il y a ce lien avec l'histoire en Estonie, avec les purges de Staline et avec les déportations qu'il a fait subir à ses opposants, donc ça peut être particulièrement intéressant de mettre tout ça en lien. Peut-être que je ferai un petit travail de sourcing avec des recherches, tout ça, ce que je ne fais jamais malheureusement, mais là c'est l'occasion. Bref, donc j'ai lu ça cette année et j'ai lu également, je l'ai tout juste terminé il y a peu, La ballerine de Kiev de Stéphanie Pérez. Et c'est marrant parce que dans mon bilan de mi-année, il y avait une question qui demandait la sortie qui m'attirait le plus, et moi j'avais dit ça simplement pour le titre parce que je savais que ça allait traiter du milieu artistique au cœur de la guerre en Ukraine, la guerre actuelle. Et donc il est sorti à la rentrée littéraire et là il vient d'apparaître dans les rayons de ma bibliothèque. Ça a été une très très bonne lecture. Après c'est très étrange à lire parce que j'ai l'habitude de lire sur des conflits qui me sont éloignés soit en termes de temps, soit en termes de géographie. Et là on parle d'un conflit pour lequel en fait, voilà, j'étais déjà grande, j'étais adulte quand ça a débuté en, c'est quoi, 2022, oui, en février 2022 quand tout a commencé. J'étais là, j'ai vu le début de cette guerre, ce pays qui part en éclats. Et c'est très particulier à lire parce que c'est un livre du présent. Et j'ai peu l'habitude d'en lire, donc c'est très troublant, j'arrive pas à m'émouvoir de certaines choses, j'arrive pas à me rendre compte que c'est vrai, à vrai dire, j'arrive pas à réaliser encore, donc je pense que cette lecture elle était nécessaire, mais c'est la première fois que ça m'arrive, parce que pourtant vous voyez, je parlais tout à l'heure de la thématique des attentats qui était très actuelle avec Charlie Hebdo, j'ai même parlé du Lambeau de Philippe Lançon que je n'ai pas pu lire jusqu'à la fin parce que ça a été un abandon. Mais voilà, c'est pas l'actualité, la fatalité de l'actualité qui me trouble, mais là je sais pas, c'est un conflit dont je me sens extrêmement proche et éloignée à la fois, et c'était très troublant à lire. Mais vraiment le propos de Stéphanie Pérez est très juste. Bon, il y a une petite partie de pathos, c'est vrai, mais c'est romancé évidemment. Mais je pense que c'est important aussi de se questionner sur aussi tout ce monde culturel qui bascule en Ukraine. Et là, c'était très très intéressant d'être immergé au sein de l'opéra de Kiev avec un couple de danseurs étoiles dont la vie bascule la nuit du 22 février ou le matin, je ne sais plus. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas m'étaler sur le sujet. Actuellement, je suis en train de lire un recueil de poésie de... J'avais peur de mal le dire, de Aloysius Bertrand, Gaspard de la nuit. Voilà, une recommandation de Miroir d'encre évidemment. Cette lecture est assez... Pour moi, c'est assez fractionné. J'aime beaucoup le récit cadre dans lequel l'auteur... Alors, la préface qui était donc de Max Milner était particulièrement intéressante, je trouve. Ça remet dans son contexte l'œuvre. Il y a après une sorte de récit cadre créé par l'auteur, et j'adore complètement parce que c'est la rencontre de l'auteur avec ce fameux Gaspard de la nuit qui serait en fait le diable tout simplement, et c'est assez mystérieux ce petit prologue. Et en fait le recueil de poésie auquel on accède après, donc qui est en prose et qui aborde plein de choses, j'ai pas encore tout lu, je ne peux pas m'étendre trop sur le sujet parce que je serais trop dispersive, mais donc ce recueil, le poète nous dit qu'il est écrit de Gaspard de la nuit, de la main de Gaspard de la nuit, et j'aime bien cette idée qu'il a inventé un petit peu ce récit cadre, inventé ou pas d'ailleurs, non mais qu'il a imaginé ce récit cadre un petit peu fantastique. Voilà, j'aime beaucoup. Il y a des figures de style qui m'ont particulièrement touchée, notamment, alors je le lis, normalement je lis dans l'ordre, mais très souvent je meurs d'envie de découvrir, je sais pas, le dernier poème, donc souvent je lis en même temps que le début, le dernier livre. Ce qui est totalement n'importe quoi, on est d'accord. On ne me jugera pas. Alors je ne lis pas le dossier final, hein. Quoique, alors parfois,
Ça, c'est une véritable thématique, mais parfois je trouve que les préfaces devraient être mises dans le dossier final parce que les préfaces spoilent littéralement l'œuvre. Une préface, ça introduit l'œuvre, ça explique le contexte, ça explique certaines choses, certaines intentions d'auteur, mais ça ne spoile pas. Moi j'en ai marre de ces préfaces qui sont d'ailleurs plus longues que la moitié du livre. Voilà, c'était mon petit moment finalement. Je suis désolée de m'éparpiller ainsi, mais... Donc ici, je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, du coup, j'ai lu un petit peu la fin et il y a un poème qui m'a retourné le cerveau. Donc peut-être pas, mais il y a une figure de style que j'ai adorée. Je vous lis juste un extrait. C'est même pas un vers entier, c'est un extrait. Lorsqu'à minuit, la lune brille dans le ciel comme un écu d'argent sur une bannière d'azur semée d'abeilles d'or. J'ai trouvé ça magnifique, cette métaphore. C'est même pas une métaphore parce que il y a comme cette comparaison de la lune qui brille dans le ciel avec un écu d'argent sur une bannière d'azur semée d'abeilles d'or. C'est divin, c'est divin. Ça m'a... En fait, finalement, heureusement que j'ai commencé par lire un de ses poèmes parce que ça m'a beaucoup plus motivée à lire le reste. Je ne demande que ça, découvrir ces autres petites pépites qu'il sème dans cet ouvrage. Donc voilà, c'est très beau. Il y a une forme, il y a un style qui m'est très étranger mais que j'apprécie beaucoup. Et je viens de faire tomber mon livre, j'ai perdu le marque-page. Bon, heureusement, je savais où j'en étais, j'ai fait tomber mon livre, mais simplement pour dire que c'est un récit donc qui est, on va dire, fracturé. C'est très moche comme terme pour définir ça, mais qui est fracturé en plusieurs livrets. Et j'avoue que le second livre m'a pas vraiment plu. Le premier m'a plu. Et après, il y a toute une partie qui s'appelle bon, les appendices. J'ai beaucoup moins aimé. Je vais pas dire forcément, mais je m'y attendais en fait. Mais les pièces détachées extraites du portefeuille de l'auteur. Ces pièces détachées, je les ai beaucoup aimées. Mais les appendices, moins, parce que c'est pas la même forme, c'est pas les mêmes thématiques, c'est plus des contes, on a l'impression d'avoir des mini-nouvelles. Mais voilà, c'est vraiment pas inintéressant. Comme je l'ai dit, alors le troisième livre, oh oui c'est ça. Comme je l'ai dit, c'est une très belle écriture et c'est une très belle découverte. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, elle était assez longue. À chaque fois, j'ai pris l'habitude en fait dans mes vidéos de m'excuser parce que mes discours sont toujours un peu confus et voilà, j'avoue que je prépare mes vidéos de façon assez exhaustive en fait. Je ne prépare pas pour tel livre, je vais dire ça. J'essaie de rester un maximum spontanée et à chaque fois je m'en veux parce que je pars un petit peu dans tous les sens. C'est pour ça que je m'excuse tout le temps, mais je pense que je vais arrêter cette habitude de m'excuser parce que si vous suivez mon contenu, je pense que vous avez pris l'habitude de suivre ma personne qui est pas toujours très ordonnée et j'ai pas forcément le discours le plus clair et le plus conventionnel, mais c'est aussi ça parce que ce sont des lectures qui en moi qui bouillonnent, qui font émerger certaines choses, certaines émotions et ma tête déborde d'idées. Alors là, vous allez me prendre pour une folle, mais je n'arrive pas à me poser calmement. Autant sur mon carnet de lecture, j'arrive à me canaliser, à poser des mots. Bon, parfois j'ai beaucoup d'idées, c'est compliqué, c'est pour ça que j'ajoute des notes un peu partout et après je ficelle tout dans un vrai dossier texte. Mais voilà, à l'oral c'est plus compliqué, donc maintenant je vais arrêter de m'excuser pour ça, mais sachez-le si vous suivez cette chaîne, je pars un petit peu dans tous les sens, je parle de mes lectures avec le cœur et ce n'est pas toujours très objectif et conventionnel, mais c'est aussi ce qui fait l'atmosphère de ma chaîne, on va dire. Donc je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là, de m'avoir supporté jusque-là. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo qui sera donc constituée de mes meilleures lectures de 2024. Après, il y a certains noms d'auteurs qui ont peut-être émergé à droite à gauche dans cette vidéo que vous allez retrouver dans mes meilleures lectures et puis notamment le titre de Carole Martinez dont je reparlerai. Je vous remercie de tout cœur, je m'excuse quand même pour le cadre de la vidéo qui a changé parce que ça c'est pas habituel et voilà, je m'excuse, c'est un souci de batterie, mais je vous dis à très vite, la semaine prochaine sans doute. Jusque là, je vous souhaite
de faire de très bonnes lectures, de prendre bien soin de vous et de vos proches. Par avance les pigeons.